Bonsoir à tous, bienvenue à votre magazine littéraire sur RTI2, Entre les lignes. Ce soir, M. Seka Yapi Anselme se propose de vous donner des clés afin de tirer le meilleur de vous-même, d'être pleinement conscient de votre potentiel et l'utiliser de façon efficiente. Bonsoir Monsieur Seka. Bonsoir Eva. Merci d'être présent sur ce plateau. L'œuvre qui nous réunit aujourd'hui, c'est tirer le meilleur de soi dans tous les domaines de la vie, on dira. On va commencer bien évidemment par le premier chapitre qui est intitulé « Poser l'échelle sur le bon mur ». Qu'est-ce qui représente l'échelle? Qu'est-ce qui représente le mur? Merci beaucoup. Poser l'échelle sur le bon mur, c'est déjà dès le départ prendre conscience de la destination qu'on va atteindre. C'est fixer dès le départ les priorités, fixer aussi une vision, avoir une vision claire. Donc l'échelle représente toute notre vie et le mur représente nos objectifs, nos visions. Donc poser l'échelle sur le bon mur consiste pour chacun de nous à pouvoir dès le départ savoir où nous voulons arriver de manière claire, précise et responsable. Dans tous les domaines qu'on a précités. Hein. Dans tous les domaines. Donc c'est de prendre en compte aussi ces 7 domaines de prédilection de notre vie afin que l'échelle soit posée sur le mur. Ce mur a une fondation. Et cette fondation, ce sont les 7 domaines qui constituent notre vie pour que nous puissions en dégager tous les bénéfices. Alors comment identifier ce mur-là finalement? Parce que nous sommes humains, nos envies peuvent varier en fonction du temps. Oui. Est-ce que le mur est fixe? Parce que j'imagine qu'il doit être solide. Oui. Est-ce que le mur est fixe ou il peut évoluer? Le mur, dès le départ, doit être fixe. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies à 30 ans qu'à 50 ans. Donc. Oui. On n'a pas les mêmes envies quand on est jeune, quand on est adolescent, quand on est adulte. Mais là, le débat transcende les envies. Il s'agit de où nous voulons arriver à la fin de notre vie. Je crois que pour chacun de nous, c'est d'avoir une vie épanouie. Que nous soyons jeunes, adultes, retraités ou très âgés, troisième âge, c'est d'avoir une vie épanouie de telle sorte qu'à la fin de notre vie, nous n'ayons pas à faire des regrets, mais plutôt à bénir, à avoir des bénédictions pour les autres. Donc, dès le départ, pour chacun de nous, quel que soit l'âge, vous êtes appelé à fixer ce mur-là. Maintenant, à chaque instant, les ingrédients que nous mettons seront différents. Très bien. Et vous le dites, il faut bâtir notre vie en prenant en compte tous les domaines de notre existence. On va parler en particulier de ces 7 domaines. Donc, c'est une vision globale qu'on doit avoir. Ou est-ce qu'on estime qu'on veut être dans 10 ans ou dans 20 ans dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, familial? Est-ce qu'on se voit marié, célibataire dans 10 ans? Et en fonction, on met les moyens pour arriver à obtenir ce qu'on veut pour plus tard. C'est exactement le sujet. C'est de dire dès maintenant, je tiens compte de ces 7 domaines qui sont le domaine personnel, familial, professionnel, financier, social, spirituel et citoyen dès le départ. Et je travaille à ce que dans ma projection, dans ma vision, tous ces 7 domaines soient harmonieux. Parce que la plupart du temps, on observe qu'il y a des gens qui réussissent financièrement, mais à la fin, ils ont soit une famille ou une santé ou autre chose qui n'a pas marché. C'est parce que dès le départ, la fondation n'a pas été bien bâtie. Donc le livre a pour objectif d'attirer l'attention de chacun, de faire prendre conscience pour qu'à la fin, que nous soyons hommes, femmes, jeunes ou adultes, à la fin, nous soyons contents de nous-mêmes
nous serons récompensés par nos propres efforts, qui sont les efforts qui sont sortis de nous-mêmes, parce que notre valeur se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Vous le dites, la valeur se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut être quand même assez réaliste pour que nos objectifs soient réalisables. Je veux dire, si par exemple on a fait une série littéraire, comme moi par exemple, on ne peut pas se fixer comme objectif d'être médecin plus tard. Donc il faut que ce soit réalisable et en fonction de nos capacités également. Exactement. Donc il faut tenir compte de nos capacités. C'est en cela qu'il y a l'analyse de ses forces, de ses faiblesses, de ses compétences et des points à améliorer qui nous permettent dès le départ de fixer ou de faire notre propre bilan. Connaissant nos forces et nos faiblesses, alors nous sommes capables de créer le chemin, la manière, le comment pour arriver à notre vision. Et la vision ou la mission, dans tous les cas, doivent avoir pour élément fondamental d'apporter quelque chose à l'humanité. Que je sois médecin, que je sois littéraire, que je sois scientifique, qu'est-ce que j'apporte pour moi-même, pour ma famille, pour les autres et pour l'humanité? Dans tous les cas, c'est de délivrer un service pour que chacun de nous puisse être content, puisse être satisfait de ce que nous avons apporté. Alors finalement, comment trouver le bon mieux pour notre échelle? Trouver le bon mieux pour notre échelle, c'est de dire quelle est la vision, quelle est ma mission de vie. Qu'est-ce que je veux? La question à laquelle il faut répondre, quand je vais partir de cette terre, que voudrais-je que les gens retiennent de moi? Donc en répondant à cette question, alors on est capable de définir les différents axes. Si je veux être un bon père de famille, laisser des enfants qui sont intégrés socialement, cela me dit que dès maintenant, je dois construire l'avenir de mes enfants, je dois m'occuper d'eux à la fois de manière financière et en donnant aussi l'éducation qu'il faut. Si je veux laisser aussi des traces à l'humanité pour dire que quand je ne suis plus là, je veux qu'on se souvienne de moi comme des grands leaders, Nelson Mandela et autres, alors je deviens quelqu'un qui laisse des écrits, qui laisse des traces et qui contribue à une mission plus noble que de gérer au jour le jour le quotidien. Donc, en fonction de la réponse qu'on apporte à la question « Que voudrais-je que les gens retiennent de moi quand je ne serai plus sur la terre ?» alors on est capable de définir les différents axes de manière financière, de manière personnelle, de manière familiale, de manière sociale et maintenant construire toute la dynamique pour y aller. Est-ce que c'est possible finalement de prospérer dans tous ces domaines? Pour un seul homme, un seul être humain, est-ce que c'est possible d'être à la fois père de famille, aimant, un époux attentionné, un homme d'affaires, j'imagine, brillant, un citoyen modèle? Est-ce qu'on peut réussir dans tous ces domaines-là à la fois? Je pense que oui, on peut réussir dans tous ces domaines. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque instant, la priorité peut être donnée à un domaine particulier sans qu'on néglige les autres. C'est de prendre conscience à chaque fois que ces domaines existent. Si je prends un adolescent, son objectif peut être de dire « je veux réussir à mon diplôme ». Mais maintenant, en réussissant à son diplôme, c'est pour gagner un travail ou entreprendre, pour gagner de l'argent, pour construire une famille. Donc dès le départ, s'il prend que l'axe pour dire « je veux réussir à mon diplôme », il va mettre tous les efforts pour y être et à la fin, arriver un moment, il ne pourra pas s'intégrer socialement. Mais à la base de la discussion, de la réflexion, c'est de dire je veux réussir à mon diplôme afin que je puisse apporter quelque chose à l'humanité. Et ce quelque chose que je veux apporter doit s'inscrire dans le domaine personnel. Il faut que j'ai la santé, il faut que j'ai la connaissance, il faut que je me cultive au jour le jour, il faut que je puisse progresser. Et ça, je veux le faire dans un cadre familial. Donc, il faut que je prenne les dispositions dès maintenant pour me préparer à un mariage, à avoir des enfants, si c'est mon désir, si c'est le plan que j'ai fait, pour dire il faut que je le fasse dans un environnement de travail. Donc, être entrepreneur ou travailler pour les autres, donc intégrer comment est-ce que l'insertion socio-professionnelle peut se faire et à la fois avoir de l'argent. Alors quel est mon plan financier? Je détermine qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les autres compétences que j'ai afin que je puisse monnayer mes talents dans tous les domaines et socialement et spirituellement. La spiritualité, elle, c'est dans tout ce que nous faisons. Donc il est possible d'intégrer tous ces paramètres-là dans notre réflexion et à chaque instant, on est conscient pour ne pas chavirer, pour que notre direction soit ferme et solide. Et tous ces domaines sont tous liés les uns aux autres. Quand on néglige un domaine, alors on arrive à la fin, on n'est plus satisfait. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans la sauce. Tous ces domaines constituent alors des ingrédients qui permettent de bâtir une sauce. C'est comme faire une sauce sans le sel, faire une sauce sans du poisson ou de la viande ou sans les légumes. Donc à la fin, on aura une sauce, mais ça ne sera pas le goût qu'on aura souhaité. Très bien. Passons au chapitre 2, vivez à 360 degrés. Je l'ai dit encore, je suis littéraire, je ne suis pas très bonne en maths, donc pour moi, c'est une notion purement géométrique. Mais dans les faits, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire vivre à 360 degrés? Vivre à 360 degrés, c'est de tenir compte de tous les domaines dans la vie. À chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit une décision pour le travail, une décision pour notre lieu
d'habitation, une décision pour notre futur, pour une carrière qu'on veut faire, c'est de tenir compte, est-ce que notre personnalité convient à ce domaine-là? Est-ce que nous avons les compétences qu'il faut? Comment est-ce que je dois les développer? Est-ce que ça me procure les finances dont j'ai besoin? Est-ce que je n'aurai pas les finances au détriment de ma santé? Est-ce que mes valeurs sont prises en compte? Est-ce que ma mission s'inscrit dans ce domaine? C'est en cela que quand chacun travaille dans le domaine qui lui plaît, qui permet d'accomplir sa mission, alors il ne peut que tirer le meilleur de lui-même. Dans le domaine personnel, par exemple, et tirer le meilleur de soi, vous le dites, c'est d'abord et avant tout une démarche personnelle. Hein. Exactement. Alors, dans cette optique-là, comment on a cette vision panoramique donc à 360 degrés? Donc, si on prend le domaine personnel, se dit, tout se bâtit autour de la personne. Parce que c'est chacun qui construit son avenir. C'est de dessiner son avenir pour dire, aujourd'hui, je veux faire le point de mes compétences, de mes valeurs, des points à améliorer. Donc, ce diagnostic est différent d'une personne à l'autre. Où j'en suis aujourd'hui. Dès que je le sais, je suis capable maintenant de dire, voilà les points que je dois améliorer pour pouvoir arriver à telle destination. Alors, je regarde quel est l'état de ma santé, quel est le niveau d'instruction, d'éducation ou de compétences dans tout autre domaine que j'ai, quels sont les secteurs qui sont propices pour que je puisse m'exercer dans ces domaines, qu'est-ce que je peux apprendre encore, quels sont les domaines qui me permettent alors de pouvoir tirer le meilleur de moi-même, d'exprimer mes talents, mes capacités. Donc, cette analyse autour de soi, qui à la fin va aboutir à un ensemble de compétences, de talents que nous avons, va nous permettre alors d'aller vers les autres pour dire je suis capable. Parce que la plupart du temps, les gens peuvent avoir les compétences, les talents, mais eux-mêmes, ils n'ont pas la confiance en eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils sont timorés. Donc, en faisant ce diagnostic, ils n'osent pas. Donc, en faisant ce bilan, alors on commence à avoir, à sortir de l'eau, la tête de l'eau pour dire j'ai telle compétence pour aller de l'avant. Bien souvent, on peut être conscient de ses compétences, mais craindre l'échec, au point que cette crainte-là vous paralyse et vous empêche d'entreprendre quoi que ce soit. Quand c'est le cas, comment dépasser cette peur? Donc, cette peur, cette crainte de l'échec, en réalité, c'est parce que nous n'avons pas un plan défini. Parce que rien n'est écrit. On est là, on dit, j'ai peur d'aller dans tel domaine, j'ai peur d'affronter ici, j'ai peur de faire ceci. Mais en réalité, l'échec lui-même devient quelquefois les échecs, ce que nous appelons échecs, ou j'appelle obstacles, devient des leçons à apprendre pour aller encore de l'avant. Et les grandes réussites ont connu de grands échecs. Je cite dans le livre Thomas Edison qui dit « J'ai fait 1000 échecs pour inventer l'ampoule électrique, mais c'était 1000 manières de pouvoir arriver à la solution. » Donc, en faisant tout ça par écrit, en faisant toutes ces étapes, alors ça devient plus clair dans notre esprit de savoir qu'est-ce que nous devons faire, où est-ce que nous devons mettre les moyens, qui nous devons contacter. Alors, l'échec n'est plus une peur, mais ça nous dit que ça fait partie des étapes pour atteindre notre objectif. Donc, vivre à 360 degrés dans tous les domaines, vous l'avez dit, professionnels, en explorant la palette donc, de compétences qu'on a, et puis être à la fois, comme pour ceux qui travaillent dans des entreprises privées ou publiques, être entrepreneur en-delà de notre métier du quotidien, c'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pas exclu parce que être entrepreneur, c'est d'abord avoir une idée, la mettre en place et pouvoir déléguer aux autres pour pouvoir le faire. Donc, cela dit aussi, comme nous devons tirer le meilleur de nous-mêmes dans notre domaine professionnel, cela ne doit pas se faire au détriment de l'emploi pour lequel nous sommes payés. Voilà, il faut bien gérer le temps. Voilà. On parlera d'ailleurs de la gestion du temps un peu plus loin. Chapitre 3, vous devez gagner. J'ai bien aimé le ton et le temps aussi. C'est impératif. Vous devez gagner. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Comment y arriver? Il n'a pas d'option pour la vie, il faut gagner. Maintenant, c'est quoi le gain pour chacun de nous? C'est de pouvoir définir d'abord la réussite. Donc, ce chapitre met l'accent sur c'est quoi la réussite pour chacun de nous. Si, en fonction de cette définition-là, pour chacun, alors on est capable de fixer nos objectifs, notre mission, de poser alors l'échelle sur le bon mur. Donc, le bon mur devient, c'est quoi la réussite pour moi? Et certains disent qu'il vaut mieux réussir sa vie que réussir dans sa vie. Exact. Bon, je suis d'accord avec cette expression. Réussir sa vie, en réalité, c'est de tenir compte de tous les domaines. Or, réussir dans sa vie, c'est de réussir dans un domaine. Exactement. Donc, réussir dans sa vie pour dire, j'ai eu de l'argent, mais à la fin, au détriment de ma santé. Donc, j'ai réussi financièrement. Mais réussir sa vie, c'est-à-dire, cet argent que j'ai gagné, ça a été profitable pour moi, pour ma famille,
pour la société dans laquelle je vis, pour le pays dans lequel je vis. Donc, je deviens contributeur dans tous les domaines. C'est ça qui fait réussir sa vie, différemment de réussir dans sa vie. Parce que réussir dans sa vie, c'est toujours un domaine. Je peux être un grand sportif, j'ai eu des trophées, des titres. Je peux être, je ne sais pas, un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise. J'ai fait bouger mon entreprise, j'ai atteint tous les sommets. Donc, c'est aussi une problématique du livre qui dit comment est-ce que de grands leaders qui sont reconnus socialement, mondialement, n'arrivent pas à gérer quand il s'agit des affaires familiales, des affaires sociales, des affaires citoyennes. Ou des affaires, des toutes petites affaires. On a l'impression qu'ils sont tellement habitués à gérer des problèmes plus grands que les tout petits détails. On a l'impression qu'ils sont désemparés face à ces détails-là, peut-être parce qu'ils ont l'habitude de déléguer. Mais vous venez de parler d'une notion, donc c'est d'être contributeur. Et je vais prendre ici, page 61, l'exemple de Tyra Banks, donc animatrice de télé, ancien mannequin, qui disait qu'à une certaine époque de sa vie, elle pensait que réussir, c'était finalement avoir les plus gros contrats, être sur les plus belles affiches, etc. Elle a compris maintenant que le plus important pour elle était d'étendre son entreprise, donner du travail à d'autres afin qu'ils puissent en vivre. Parce que avoir les plus gros contrats, c'était pour elle, c'était assez égoïste somme toute finalement comme démarche. Mais là, plutôt, elle est dans l'extension et dans l'aide aux autres. Exactement, c'est ça le fondement aussi du livre pour dire que la réussite, en fin de compte, c'est de donner un impact aux autres, de faire un impact, de laisser des traces, de contribuer aussi non seulement à notre propre vie, mais à l'amélioration de la vie de tout un chacun. Et on ne peut pas faire le bonheur des autres et puis se laisser. Donc c'est en cela pour dire qu'on dit que c'est un monde de rendez-vous du donner et du recevoir. On reçoit et on donne. C'est dans cet esprit de partage que chacun doit s'inscrire afin que le mur sur lequel les choix doivent être posés soit stable et durable. Vous devez gagner, je l'ai dit, c'est impératif, mais il faut garder à l'esprit qu'on ne gagne pas à tous les coups. On aura des échecs, on aura des obstacles. Mais le but et l'idée finalement de ce chapitre-là, c'est de nous aider à les surmonter en prenant par exemple l'exemple de Thomas Edison, en disant qu'il a échoué peut-être 1000 fois, mais c'était 1000 façons d'arriver au but. Donc chaque fois qu'on échoue, plutôt que de rester sur cet échec-là, il faut apprendre de ces erreurs et de ces échecs aussi, ce qu'on ne fait pas toujours. C'est ça. C'est ça la clé, c'est d'apprendre de ces échecs. En ce moment, quand on tire une leçon d'un échec, ce n'est plus un échec. Ça devient une leçon. Ça devient un cours. Ça devient un contributeur aussi à la réalisation de notre objectif et de notre vision. Parce qu'on ne peut pas aller en ligne droite. Il y aura des lignes courbes, il y aura des déviations, mais toujours est-il que dans la vision que nous avons portée, nous devons être fermes, inébranlables, afin que nous puissions y arriver. Donc l'échec n'existe pas en lui-même, parce que l'échec veut dire qu'on a fini, il n'y a plus d'autres moyens. Mais tant qu'on est vivant, alors on peut trouver toujours des processus, des mécanismes, des aides pour pouvoir aller de l'avant. Chaque fois qu'on apprend de nos erreurs, alors on fait un pas en plus. Mais faire l'erreur et être timoré, se plaindre à tout le temps, alors ça devient un échec comme si c'était définitif. Or, tant que nous vivons, rien n'est définitif, tout peut changer. Chapitre 4, engagez-vous pour votre vie. Il s'agit avant tout d'engagement. S'engager envers soi-même, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Donc cet engagement doit être inébranlable. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui nous engage dans notre vie? On se lève le matin, on va à gauche, on va à droite, on n'a pas la vision. Et quand quelquefois on arrive à penser à une vision, à des objectifs, on ne met pas les moyens qu'il faut. Et je dis, on s'engage pour notre travail, on s'engage pour bien d'autres choses, mais est-ce pour notre vie? Prenons notre vie comme une entreprise, parce que nous sommes au centre. Quel est l'engagement que nous prenons pour dire que je veux tout faire pour arriver à mon objectif qui a été fixé? Je veux tout faire pour avoir une santé, je veux tout faire pour avoir les finances qu'il me faut pour vivre, je veux tout faire pour contribuer à la vie des autres, je veux tout faire pour apporter quelque chose à ma nation. Donc cet engagement est un moteur, est un ingrédient essentiel. C'est lui qui va nous permettre à chaque instant, dans le déroulé de notre vie, de pouvoir rester serein, de pouvoir surmonter les difficultés et d'arriver à notre vision, à notre mission. Un secret que vous donnez ou une astuce, je dirais, c'est d'écrire notre engagement, de le coucher sur papier afin de le relire quand besoin se fera sentir. Et là, vous préconisez d'écrire, par exemple, je m'engage à tirer le meilleur de moi-même. Exactement. Donc, en écrivant, je m'engage à tirer le meilleur de moi-même et que cela soit visible à chaque instant. Quand je me lève, je le vois. Quand j'arrive au bureau, je le vois. Quand j'arrive dans tous les domaines, je le vois. Alors, je me fais fort à chaque instant, quel que soit le domaine, le travail que je fais, de faire le mieux que je peux. Et quand on fait du mieux qu'on peut, il n'y a aucun regret.
parce qu'on a donné tous ces moyens, on a donné toutes ces forces, et c'est là qu'on peut arriver. Là, ça nous permet aussi de déterminer quelles sont nos limites dans tel domaine pour pouvoir accroître. Tant que je laisse des réserves, alors je ne suis pas sûr que j'ai tout fait. Je ne suis pas à 100% de mes compétences. Donc, ici, c'est de relever tout le potentiel qui se trouve en nous et de le mettre à contribution à chaque instant pour que nous puissions améliorer, nous puissions évoluer. C'est quand on a tout fait qu'on peut dire, alors, il me reste quelque chose d'autre à faire parce que je n'ai pas encore atteint la barre. Mais si je suis à 30% de mes compétences, alors ça devient de la théorie pour dire, si j'étais à 100%, alors j'aurais pu faire. Si j'étais à 90%, c'est parce que je n'ai pas voulu me donner moi-même. Sinon, je peux y arriver. Dans une course, on donne tous les moyens, on court jusqu'à ce qu'on ne peut plus, et puis on dit, bon, ok, c'est là que je peux arriver. Quand vous voyez le saut en hauteur, je donne des exemples de sport pour que ça soit visuel. On apprend à sauter 1 mètre, et puis on monte 1 mètre 0,5, 1 mètre 10, 1 mètre 20, et puis 1 mètre 25, on a touché, on sait que c'est notre limite. Donc le prochain objectif, c'est de dépasser cette étape. Donc, c'est qu'on a donné tout. Mais si à 1 mètre déjà, je dis, bon, je n'ai pas envie de sauter, je fais exprès, on ne sait pas si je peux atteindre 1 mètre. C'est qu'on atteint la limite qu'on peut dire, on peut aller encore de l'avant. Exactement. Et donc, soit on s'engage finalement dans un domaine, dans une action précise, soit on ne le fait pas. Parce que ça ne sert à rien d'être voilà, engagé à 50%. Finalement, vous l'avez dit, on risque d'avoir des regrets en disant, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus. Donc, c'est de vivre sans laisser de regrets. Au niveau des entreprises, on dit une entreprise qui a plus de 20%, 25% de travail engagé va atteindre ces résultats. C'est pour dire que l'engagement est quelque chose qui manque dans la plupart du temps. Quand on se lève pour aller dans son travail, est-ce qu'on a cet engagement pour dire je m'en vais apporter quelque chose, ou on se sent contraint d'y aller parce qu'on va me pointer, on va m'envoyer des demandes d'explication pour être en retard, ou je le fais de moi-même. Et cet engagement est nécessaire dans tous les 7 domaines que nous avons cités. Très bien. Chapitre 6, c'est un chapitre qui m'a particulièrement intéressé. Je pense que beaucoup de personnes rencontrent ce problème-là. C'est la gestion du temps. Et ce chapitre 6 s'intitule « Je n'ai pas le temps ». Le temps passe. Le temps passe. Donc, vous le dites, gérer son temps, c'est refuser d'en perdre. Exactement. Donc, refuser d'en perdre, dans le livre, je donne ce que j'appelle les voleurs de temps. Exactement. Les voleurs externes, les voleurs internes. Qu'est-ce qui nous fait perdre le temps? Les voleurs internes, c'est ce qui dépend de nous. Et les externes, c'est ce qui dépend des autres. On m'invite à un mariage, ça ne commence pas à l'heure. Alors ça ne dépend pas de moi parce que je vais soutenir quelqu'un, alors parce que ça ne commence pas à l'heure. Mais je suis toujours devant la télé, à passer 5 ou 6 heures par jour devant la télé, ça dépend de moi. Je suis capable de dire, ok, je regarde tout ce que je sélectionne, les émissions ou qui apportent quelque chose. Comme Entre les lignes, par exemple. Comme Entre les lignes, je vais regarder parce que ça m'apporte. Donc, ça devient une émission que j'aime, que je regarde tout le temps. Parce que chaque fois qu'il y a ces interviews, je tire quelque chose, j'apprends quelque chose sur un nouveau livre que je peux aller acheter, lire et progresser dans la vie. Donc, ça participe à gravir les marches de notre échelle qui est posée sur le mur. Donc, les voleurs externes ne dépendant pas de nous, on n'y peut pas grand-chose. Que faire contre les voleurs internes? Par exemple, le sommeil. On sait qu'il nous faut, je ne sais pas moi... 7 à 8 heures. Oui, 7 à 8 heures de sommeil. Je veux dire, il me faut par exemple 1 heure pour me préparer le matin, prendre ma douche, me maquiller, m'habiller, aller au travail. Et puis le trajet fait peut-être 30 minutes pour arriver au bureau. Donc si je dois commencer à 8h30, cela sous-entend que je dois être debout au moins à 7 heures. Exactement. Souvent, je dors jusqu'à 7h30. Je ne parle pas de moi, c'est un exemple que je prends. De manière générale. Voilà, je dis ça dans l'absolu. On dort jusqu'à 7h30. On sait très bien qu'on a 1h30 pour faire tout ça avant d'arriver au travail. On arrive à 10h, on est surpris. Donc ça, de ce point-là, il est traité dans la planification. Si je me lève à 7h30, est-ce que je me suis couché tôt? Qu'est-ce qui a fait que je ne me suis pas couché tôt? Donc en fonction des rendez-vous, si je sais que j'ai un rendez-vous important à 8h, avec une personnalité importante, avec un entrepreneur qui va changer ma vie, est-ce que je serai en retard? Parce que la réponse est non. Donc c'est l'engagement encore, la valeur qu'on apporte au rendez-vous, à ce qu'on fait, qui nous permet de nous réveiller à temps et puis de pouvoir être à l'heure. C'est parce qu'on se dit, bon, en partant 30 minutes de retard, ce n'est pas grand chose, ça ne fait rien. Donc, on se prépare déjà à aller en retard. Et vous le dites, il faut définir ses priorités. En fait, quand c'est une priorité, on met tout en œuvre pour être à l'heure. Je dis toujours qu'on a toujours le temps de faire ce qu'on aime. Exactement. Quand vous aimez quelque chose, vous avez toujours le temps. Et le temps devient relatif. Quand vous aimez quelque chose, vous passez beaucoup de temps, vous trouvez que le temps est court.
Quand vous n'aimez pas, une minute, oui, 2 minutes, mais ça dure longtemps. C'est comme mettre son doigt dans le feu. Quelques secondes, ça vous brûle, vous enlevez, ça a duré dans le feu. Mais quand vous mangez, vous êtes content du plat, alors vous prenez le plaisir. Le temps de déguster. Voilà. Très bien, M. Seka, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Je l'ai dit, 10 chapitres dans cette œuvre. On n'a pas parlé de tous les chapitres. Hein. Par exemple, chapitre 8, quand 1 plus 1 devient supérieur ou égal à 3. Ça, bon, vous aurez l'explication, parce que le titre comme ça est assez énigmatique, vous aurez l'explication dans l'œuvre. Et puis finalement, il faut savoir que les solutions sont en nous. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il y a un problème sans solution, c'est un problème mal posé. Donc il faut trouver le bon sens, poser le problème correctement, et puis la solution viendra, je pense, assez naturellement. Exactement. Très bien. Monsieur Seka, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Je rappelle, Tirer le meilleur de soi, c'est cet excellent livre que je vous recommande d'ailleurs. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Donc, courez donc chez vos libraires, il est disponible. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous étions ici à la bibliothèque de l'Institut français. Merci. Je vous retrouve lundi prochain, même heure, même canal, c'est-à-dire 20 h sur RTI 2. Cette émission a été réalisée par Anicette Aouman. Monsieur Seka, le dernier mot vous appartient. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à tous les auditeurs, à tous les fans de Tirer le meilleur de soi, tous ceux qui ont déjà acheté les livres, pour l'encouragement, les messages de retour qu'ils nous apportent. Et je voudrais dire que ce livre est disponible dans toutes les librairies. Il est au prix de 9 800 francs. Il est aussi disponible, puisque nous voulons faciliter la tâche aux lecteurs, il est aussi disponible au 22 00 0000, au 44 07 27 27. Vous pouvez appeler et le livre sera livré gratuitement pour que chacun il n'y ait pas un blocage pour aller vers le livre. La livraison est gratuite. Le livre coûte 9 800 francs. Donc je dis aussi que c'est un investissement rentable pour chacun de nous, parce qu'avec 9 800 francs, vous avez un livre qui vous donne les ingrédients, qui vous donne les outils pour revisiter votre vie, pour tirer le meilleur de vous-même et vivre une vie épanouie, harmonieuse et équilibrée. Je vous remercie.